question, hein. Faut-il recenser les réfugiés qui traversent notamment les Alpes en plein hiver, des migrants qui bravent l'hiver, la montagne pour franchir la frontière italo-française. Alors, bonjour Natacha Polony. Bonjour Patrick. La circulaire du ministère de l'Intérieur sur le recensement dans les hébergements d'urgence provoque visiblement un tollé. Hein. Bon, il faut bien comprendre de quoi on parle. Le ministre de l'Intérieur veut envoyer des équipes mobiles dans les différents centres d'hébergement pour évaluer le statut administratif des occupants et les orienter vers la structure qui convient. Scandale chez les associations qu'ont saisi le défenseur des droits, Jacques Toubon, lequel a lui-même exprimé sa réprobation devant ce qu'il appelle une défaillance nette par rapport aux droits fondamentaux. Or, l'hébergement d'urgence, en fait, ce sont 3,5 milliards par an pour le contribuable. Ça va des centres officiels aux hôtels, et on y trouve aussi bien des clandestins que des réfugiés qui auraient droit à l'asile politique. Vous voulez dire qu'on ne sait pas quel est le profil de ces gens? Mais c'est tout le problème. Les associations estiment que l'accueil doit être inconditionnel, donc le dispositif est totalement saturé. Mais il leur semble intolérable qu'on puisse demander à des personnes présentes sur le territoire quel est leur statut et les orienter, le cas échéant, vers des aides au retour si elles n'ont pas vocation à rester en France. Traduction, on préfère que ceux qui arriveront et auront réellement droit à être accueillis sur notre territoire soient laissés dans la rue plutôt que de clarifier les choses. Oui. Et puis le problème, c'est celui de l'équilibre entre fermeté et humanité, hein, Natacha. Le problème, c'est cet entre-deux qui fait qu'on laisse arriver des gens pour qu'ils croupissent dans des conditions épouvantables, sous des ponts, dans des hôtels miteux qui coûtent des fortunes aux contribuables. Il faut envoyer le message que tout le monde n'a pas vocation à être accueilli et que l'État reconduira qui doit l'être. Mais c'est toute la logique, en fait, qu'il faut revoir. Celle de la répartition des arrivants, qu'il faut cesser d'entasser dans les banlieues des métropoles. Celle du développement de l'Afrique et de la fin du pillage par les multinationales avec la complicité des chefs d'État locaux. Celle de l'intégration qui doit passer par une transmission des valeurs du pays d'accueil pour en finir avec le discours culpabilisant qui fait croire que ce pays d'accueil n'en ferait jamais assez et qui nourrit donc le ressentiment des populations accueillies. Le problème, c'est que ce n'est pas du tout la logique, par exemple, de la Cour européenne des droits de l'homme et qu'il y a un moment où les dégâts en termes de cohésion sociale seront irréversibles. Emmanuel Macron semble en être conscient. Mais a-t-il la volonté d'assumer jusqu'au bout sa logique ? Oui, merci Natacha Polony. Alors c'est un sujet et un débat nouveau qui vient de s'ouvrir avec l'appel des maires aussi pour que l'État intervienne et puis donc cette circulaire qui pose un peu problème auprès en fait de certaines populations. Merci Natacha Polony et à demain. À demain. Henri Guénaud, bonjour Henri Guénaud. Bonjour Patrick. Comme chaque matin, au-delà des clivages politiques, on essaie de prendre du recul et de la hauteur. Alors, on va revenir sur cette étude parue en fait la semaine dernière autour des creusements des inégalités dans le monde. Est-ce pour vous une forme de retour au 19e siècle, Henri Guénaud ? Oui, on peut le dire. Des inégalités n'avaient pas atteint une telle ampleur depuis les années 1850-1860, c'est-à-dire au moment de la révolution industrielle, où l'exode rural vers le prolétariat des grandes villes, où naissent les grandes fabriques, sans qu'il y ait encore ni de droit social, ni de redistribution. On se souvient de ce qu'a été la misère ouvrière du 19e siècle, et par ailleurs de grandes fortunes à l'époque qui s'édifient sur le chemin de fer, sur toutes les grandes innovations de cette époque. Le rapport qui vient d'être publié est un rapport que publie annuellement une équipe de l'école d'économie de Paris, dans laquelle on compte notamment Thomas Piketty, qui se situe dans la suite de son livre qui avait fait tant de bruit sur le capital. Ouais. Alors ici, il faut quand même rappeler quelques ordres de grandeur parce qu'ils sont extrêmement parlants. Les 10% des plus hauts revenus représentent en Europe 37% des revenus, du total des revenus. En Chine, 41%. En Russie, 46%. On est dans des 10%, qui détiennent dans certains pays près de 40%, ou dans certains continents. Mais pire que ça, la part des 0,1%, 0,1% des plus hauts revenus, ça représente aux États-Unis 10%, 10% de l'ensemble des revenus.
Ça représente 2,5% en France, 2% en Suède. Mais comme le faisait remarquer un jour Thomas Piketty, quand vous avez 2% des revenus pour les 0,1%, cela veut dire que les 0,1% ont en moyenne un revenu 20 fois plus élevé que la moyenne. Pas que les plus bas, que la moyenne. Donc 10% aux États-Unis, c'est 100 fois plus élevé que la moyenne. Et 2,5% en France, c'est 25 fois plus élevé. Mais pire encore, la part de la croissance qui est captée par les plus riches, enfin par les revenus les plus élevés. À l'échelle mondiale, et ça donne une idée aussi des effets de la mondialisation qui ont sorti sans doute beaucoup de gens de la pauvreté, mais quand même ont creusé beaucoup les inégalités. La part de la croissance captée par les 1% les plus riches depuis 1980 en cumulé à l'échelle mondiale est de 27% de l'accroissement des revenus. L'OCDE avait fait une étude il y a quelques années sur les inégalités et elle relève ceci: de 1975 à 2007. Aux États-Unis, les 1% de revenus les plus élevés captent 47% sur cette période, de 1975 à 2007, de l'augmentation de tous les revenus. 47% pour les 1%. Voilà. En France, c'est au Royaume-Uni, les 1% captent 20% de l'accroissement des revenus. En France, les 1% captent 10%. Et si on prend un chiffre un peu plus important pour les États-Unis, par exemple, au lieu des 1%, on s'intéresse aux 10%, c'est le premier décile des revenus, c'est 80% de l'augmentation des revenus qui est captée par les 10% de revenus les plus élevés. Alors, et à côté de ça, évidemment, le résultat, c'est la concentration du capital. Jusqu'où va-t-on aller ? Alors, il faut bien voir que ça a des conséquences. On peut penser, comme certains, c'est l'histoire du premier de cordée, que les plus riches, ceux qui réussissent le mieux, vont tirer tous les autres. Cet effet existe. Il y a une incitation, du coup, à la réussite. Mais il y a aussi des effets négatifs qui sont importants. L'OCDE avait souligné que trop d'inégalités ralentissaient la croissance. La ralentit de deux manières. La première, c'est en créant des tensions dans l'économie. Elle crée des tensions, elle met en cause la cohésion sociale. Alors, on ne sait pas quelle est la limite de l'inégalité qui crée une tension suffisante. Mais on sait qu'il y en a une, c'est-à-dire un moment où c'est plus supportable. C'est plus supportable du point de vue de la légitimité de la distribution des revenus. Et puis, deuxièmement, il y a un effet macroéconomique important, c'est que la concentration des revenus et des richesses, elle entraîne des taux d'épargne extrêmement élevés. Aujourd'hui, le monde vit dans une surabondance d'épargne et une insuffisance d'investissement. Et ça, c'est la théorie que certains économistes américains appellent celle de la stagnation séculaire, qui nous fait être assez pessimiste sur l'avenir de la croissance mondiale. Oui, merci Henri Guénaud. Allez, on va autour du débat sur l'hôpital. Alors, il y a beaucoup de questions, donc on ne va pas tout aborder évidemment en quelques minutes, mais simplement cette question de l'emploi. Il y avait puisque nous avions la ministre tout à l'heure qui a dit à Agnès Buzyn, à 8h moins le quart, elle était notre invitée, qu'il n'est pas question de toucher aux effectifs, même si la question se pose parfois. Nadine, qui était notre invitée tout à l'heure, qui était la gagnante du jeu, a dit nous on a de plus en plus de travail, donc c'est vrai qu'on a du mal à comprendre. Christophe Bordet, Michael Darmon. Oui, on a du mal à comprendre parce que l'hôpital est quand même en mauvaise santé globalement. On s'aperçoit que aujourd'hui, on nous annonce des chiffres pour 2016 nous disant que le nombre de... 2017. Oui. Non, les chiffres de 2016 qui sont parus ce matin dans le journal Le Figaro montre qu'il y a 20 000 fonctionnaires en plus, essentiellement dans la fonction publique d'État, et qu'au niveau de l'hôpital, ça a augmenté de 0,2%. Et en même temps, on s'aperçoit que dans un certain nombre d'hôpitaux, eh bien, effectivement, il y a moins d'effectifs. Là où il y en a beaucoup, avec les 35 heures, c'est tellement désorganisé qu'on a quand même l'impression, et quand on y est confronté comme je l'ai été, qu'il n'y a pas assez de personnel, qu'on n'est pas bien pris en charge, que vous appuyez sur le bouton pour que le médecin vienne quand vous êtes dans votre chambre d'hôpital, il arrive 1 heure après parce qu'il est débordé, il a 50 personnes à s'occuper. Et la réalité de l'hôpital, c'est quand même ça aujourd'hui. Donc, moi, je veux bien qu'on continue de faire progresser le nombre de fonctionnaires à l'hôpital, mais si en même temps,
au niveau de la prise en charge, ça ne s'arrange pas et ça ne s'améliore pas, c'est qu'il y a quand même un problème ailleurs. Un problème, par exemple, de planning. Ils se plaignent, mais d'organisation. Ils se plaignent de ne pas arriver à mettre en œuvre une organisation qui soit cohérente et efficace, par exemple. C'est une réalité. Michael Darmon. Ça sera l'enjeu le plus important, je crois, du quinquennat Macron. Parce que effectivement, l'hôpital centralise et cristallise toutes les erreurs de gouvernance et les incohérences de la gestion publique. Vous évoquiez justement le fait qu'on ne trouve pas assez de personnel alors que la masse de salariale, en tout cas le nombre de fonctionnaires augmente. Ne cesse de progresser. C'est vrai qu'en général, on voudrait qu'il y ait moins de fonctionnaires, mais on ne voudrait surtout pas qu'il y en ait moins à la police, dans les hôpitaux, dans les écoles, évidemment dans tous les services qui nous touchent de près et organisent notre vie publique. Donc ça, c'est la première des choses. L'hôpital, effectivement, est très très malade. Il y a une question que effectivement les pouvoirs publics n'abordent pas beaucoup, c'est aussi la manière dont on ponctionne l'hôpital. Il y a cette fameuse, par exemple, taxe sur les salaires. 4 milliards d'euros sont prélevés sur les hôpitaux. On a supprimé l'ISF au nom d'une efficacité économique. Pourquoi ne pas redonner cet argent aux hôpitaux de manière à, selon les spécialistes, je n'en suis pas, mais j'ai lu cela, notamment de la part de l'association des urgentistes, ça pourrait recréer 80 000 emplois. Et remettre donc et réinjecter du personnel dans le circuit. Donc il y a des incohérences et à chaque fois que les ministres se succèdent, ils se prennent ce sujet de l'hôpital qui n'arrête pas de s'enquister. On entend que cette fois-ci, ça va être une transformation radicale. Macron a quand même sa responsabilité parce que il vient d'arriver. Il a quand même sa responsabilité. Il aurait peut-être pu remettre en cause quand même les 35 heures d'une manière générale et donc forcément à l'hôpital et donc peut-être qu'on serait sorti des difficultés que l'hôpital connaît aujourd'hui. C'est peut-être à venir. Mais il n'a pas voulu le faire et il ne le fera pas. Mais il ne le fera pas. Mais vous le savez bien qu'il ne le fera pas, qu'il ne va pas remettre en cause les 35 heures. Qu'est-ce que vous savez, justement, les 35 heures. Les 35 heures, c'était la suppression des 35 heures, c'est justement la première interview un petit peu iconoclaste qu'il a donnée avant d'arriver à Bercy. Il ne le fera pas et vous le savez bien. J'en sais rien, par définition, je ne fais pas de pronostic. Quoi qu'en dise la ministre. Moi, je ne fais pas de pronostic.